Ahmed Cham, qui est un petit de Cheikh Ibrahim Niass, mais aussi du Khalif Cheikh Madame, un arabe du Coran, qui a notamment fait des études d'économie à la Sorbonne. Cheikh Ahmed Cham va nous parler de l'ouvrage, qui est un co-auteur de l'ouvrage L'empreinte universelle de Cheikh Ibrahim Niass. Il va nous parler du thème pour une compréhension éclairée de la pensée de Cheikh Ibrahim Niass. Maulana Cheikh Ahmed Cham de Rennes en France. Le micro est à vous, vous avez 15 minutes. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. Chers invités et chers organisateurs, vous me permettrez de réserver une salutation particulière à mon oncle bien-aimé, organisateur de ce symposium, cher Ahmed Boukar, et à travers lui, je salue tous les personnalités ici présentes. Je réserve particulièrement aussi une salutation à Seyda Salamata qui aura participé à mes études quand j'ai voulu aller en France. C'est elle en tant que fille de bail qui m'a facilité toutes les démarches administratives. Pour renforcer ce que disait Ndaga sur les femmes et la faïda, elles sont actives, elles appuient tout ce que le Cheikh aura mis en place en assistant les gens quand ils en ont besoin, ainsi de suite. Après ces paroles lumineuses, vous me permettrez de dresser un tableau beaucoup plus noir pour tirer en quoi on peut faire l'usage de la pensée du Cheikh pour un monde beaucoup plus équitable et juste. J'ai dit donc que nous traversons un temps paradoxal. Jamais l'humanité n'a été aussi reliée et jamais nos solitudes n'ont été aussi profondes. Jamais la connaissance n'a été si accessible et pourtant jamais la confusion n'a été si grande. Jamais les promesses de la modernité n'ont été si éclatantes et jamais les fractures n'ont été si visibles. À cette heure précise, une jeunesse globalisée, mobile, connectée, se tient à la croisée des chemins, traversée par des aspirations nobles, mais précarisée par l'instabilité économique, porteuse d'une créativité inédite, mais exposée à une homogénéisation culturelle qui menace les enracinements, avide de sens, mais prise dans une crise de transmission. C'est alors dans ce contexte que prend tout son sens le relief du thème qui nous ressemble, en tout cas je suis appelé à présenter, qui parle pour un usage, qui est traduit ainsi pour un usage éclairé de la pensée du Cheikh Ibrahim. Ça aurait été très vaste de revenir sur tout ce sujet car tous les présentateurs ici présents, que ce soit mon cher ami Gassama qui parle du Seyrul Khalbi, mon ami et intime ami d'ailleurs, j'ai envie de dire Imam Sarr qui parle de la femme, et le professeur Ahmad Samb, car nous partageons le même métier, je peux l'appeler professeur dans ce cadre. Toutes ces déclarations entrent dans le sens de la pensée du Cheikh. Donc moi, je m'avais résumé le sujet sur un aspect bien particulier, mais qui tenait vraiment à cœur le Cheikh, c'est par rapport à la jeunesse. Donc je vais parler de l'usage éclairé de la pensée du Cheikh, mais par rapport à la jeunesse. Alors définissons les termes qui font le sujet. Je me pose la question, vous la posez peut-être, qu'entendons-nous par usage éclairé? Certainement pas une dévotion abstraite ou une muséification du patrimoine. Usage éclairé signifie lire une œuvre vivante à la lumière des défis du XXIe siècle, puiser dans une source spirituelle pour irriguer l'éducation, la justice sociale, l'économie morale, articuler fidélité et discernement, enracinement et ouverture, autrement dit faire de l'héritage du Cheikh, non une relique, mais une boussole. Le Cheikh n'a cessé d'enseigner une triade qui demeure d'une actualité brûlante. La spiritualité comme libération intérieure, la justice sociale comme architecture du bien commun, l'éducation intégrale comme condition de la dignité. Sa vision, le Cheikh, n'était pas celle d'un repli. Elle assumait le dialogue avec le monde, mais un dialogue debout, un dialogue des sujets et non des sujets captifs. Cette pédagogie du tawhid et de la marifa
et de la responsabilité collective nous donne aujourd'hui les mots et les repères et les instruments aussi pour répondre aux crises de notre temps. Permettez alors, je me suis posé la question tout à l'heure, pourquoi la jeunesse? Parce qu'elle est le point de bascule de toute société. Parce qu'elle joue sur l'orientation des désirs, la hiérarchie des valeurs, la promesse d'un avenir habitable. Fanon disait que la jeunesse est la mèche qui annonce l'explosion ou l'éveil du peuple. Mais comment éveiller une jeunesse qui est saturée d'images, de vitesse, d'injonctions contradictoires? Comment former des consciences capables de discernement dans un monde où l'anomie se propage jusque dans l'économie de l'attention? La réponse ne peut être ni un rejet stérile de la modernité, ni une capitulation mimétique devant elle. Il nous faut une troisième voie, une modernité critique adossée à un enracinement spirituel solide, une créativité fidèle qui ne copie pas mais qui compose, une souveraineté intellectuelle qui n'exclut pas mais qui choisit. C'est précisément ce que j'appelle usage éclairé. Faire travailler au cœur, c'est Khal, parce que le cœur est très cher au cher. Au cœur de l'époque, la sagesse du cher, ses diagnostics, ses avertissements plutôt, ses institutions, sa pédagogie, pour orienter nos politiques éducatives, pratiques, économiques et notre imaginaire collectif. Pour reprendre un terme qui est très familier à Felwine Sarr. Pour dresser ce tableau, je m'en vais sur 3 points. Je vais poser un diagnostic en évoquant des intellectuels comme Huntington ou Edouard Saïd, que je vais mettre en rapport avec la pensée du Cher, pour voir ce qu'Huntington disait sur la chute des civilisations, qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce qui a été derrière ses propos, et que le Cher nous avait déjà averti sur ses propos depuis 1971 dans une interview qu'il aura donnée. Ensuite, je vais confronter ce que le Cher a donné comme élément face à tout ce que nous subissons actuellement sur une sorte de l'hégémonie culturelle dictée par l'Occident, et aussi finir toujours, parce que je le disais tantôt avec le professeur Amarsam, que je partage le métier, la recommandation nous est chère comme auditeurs, comme tous les auditeurs aiment bien donner des recommandations dans leur travail, donc voilà. Mais avant d'avancer, posons un instant à la gravité de l'heure. Les mots nous protègent parfois de la réalité, les chiffres nous donnent une image, voilà. Derrière les pourcentages, il y a un visage des jeunes qui cherchent du travail, une formation exigeante, une communauté d'appartenance, des familles qui luttent pour transmettre dans un monde qui convertit tout en marchandise, jusqu'au temps, jusqu'à l'attention, jusqu'au rêve. Cette crise n'est pas seulement économique, je dis qu'elle est anthropologique. Alors il nous faut un horizon. Cet horizon, nous pouvons le dire sans détour, se nomme dignité. Après que Dieu aura dit ça, il nous faut une dignité dans l'esprit, dans la liberté de penser à la lumière du vrai. Il nous faut aussi une dignité sociale qui passe par l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi. Il nous faut une dignité culturelle, la capacité de produire des œuvres, des institutions, des récits qui nous ressemblent et qui nous élèvent. Il nous faut une dignité enfin spirituelle. Les Cher ne dissociaient jamais ses plans. Ils tenaient ensemble la prière et l'action, le dhikr et l'organisation, l'élévation de l'intérieur et la construction sociale. C'est cette unité-là que nous voulons retrouver. Je dis alors que quand je fais sur la partie où on fait les diagnostics, je donne quelques éléments issus d'un rapport produit par l'Organisation du Travail en parlant des jeunes qui habitent en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que c'est dans cette bande de terre qu'il y a beaucoup de fidèles de Baye, parce que la faïda est transnationale. Pour prendre le terme de docteur El Hadj Abdoulaye Niang, qui a écrit un livre sur ce thème-là, mais que, en fait, la particularité de cette bande de terre, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes, et c'est pourquoi je donne quelques exemples, et vous comprendrez pourquoi j'ai donné ces exemples, parce que le Cher donne des solutions par rapport à ces exemples qui sont plus ou moins fatidiques que j'ai donnés.
Alors, l'Organisation du travail, internationale du travail nous dit que plus d'un jeune sur 4 n'est ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. On peut dire que c'est une hémorragie silencieuse, des millions de destins suspendus, des talents en veilleuse, une énergie juvénile détournée vers l'errance ou la survie. Et sur le plan géopolitique, après ce constat, je reviens sur Huntington que je soulignais tout à l'heure, qui en 1996 écrit son livre « Choc des civilisations », qui nous dit qu'après la guerre froide, le monde connaîtra, en tout cas, le problème qui se posera où les guerres ne seront plus basées sur l'idéologie, mais ce sera plutôt civilisationnel. Et là, il dresse certains nombres, en tout cas, il cite certaines civilisations, dont l'islam, l'Occident, les hindous, entre autres. Mais là, il dresse une sorte de ligne fracture. Mais cette thèse est critiquée par son déterminisme, parce qu'elle a donné carte verte après le 11 septembre 2001 aux Occidentaux de se baser pour faire la violence à tous les musulmans qui avaient l'ambition, en tout cas, de construire des États plus ou moins forts. Ce qu'a connu l'Irak et voilà, l'Iran hier et aujourd'hui la Palestine, qui depuis des décennies connaît cette violence basée sur l'hégémonie culturelle imposée par l'Occident. Pourquoi j'ai cité Huntington, que Saïd critique dans une conférence qu'il menait, où il parle plutôt que, en fait, il n'y a pas un choc des civilisations, mais le choc des civilisations n'est qu'un mythe. Et là, c'est là où il dit qu'en fait, c'était plutôt un projet. Derrière le fait de dire qu'il y aurait un choc des civilisations, c'était un projet de l'Occident pour mener la guerre à l'islam. Cela rejoint l'interview que j'ai citée tout à l'heure, que le cheikh avait fait dans Jawharul Islam, que j'ai repris dans Homme du Monde, interview qu'il a fait en 1971, où le cheikh disait qu'il dénonçait cette conquête idéologique de l'Occident, pilier du néolibéralisme destiné à former des générations déracinées, au raisonnement infirme séduit par les valeurs et les fantasmes de l'Occident. Il parlait des armes dirigées contre les jeunes musulmans, qu'on connaît aujourd'hui, des films obscènes, magazines immoraux, propagande culturelle. Ces diagnostics énoncés il y a plus d'un demi-siècle par les chers révèlent d'une brûlante actualité à l'ère des réseaux sociaux. Ainsi, la convergence est frappante là où Huntington prône la gestion des conflits par l'exploitation des différences. Saïd et Cher appellent à déjouer les mythes et à restaurer les conditions d'un espace commun. Le Cher voyait dans l'éducation, dans tout le discours, dans toute cette présentation de cette soirée, vous entendez tout le temps parler de l'éducation, parce que le Cher avait foi que tout se passe par l'éducation. Et voilà le titre du livre traduit par Cheikh Seydou Mbaye est assez éloquent pour matérialiser cela. Le remède principal est donc l'éducation. Alors, après l'éducation, ça nous permet de renforcer l'unité, resserrer les rangs et construire des ponts de fraternité. Comme Saïd, il refusait que l'on essentialise les civilisations pour justifier leur confrontation. Tous deux affirmaient que chacun dans sa langue et sa tradition, que la pluralité pouvait être une force contre les assignations réductrices. Dans cette même dynamique, un auteur qui se nomme Gérard Leclerc, dans son livre « La mondialisation culturelle » écrit en 2000, qui suit la même lignée, en tout cas qui nous montre les conséquences de cette hégémonie culturelle, dresse un tableau. Dans ce livre, il y a une partie, dans un chapitre où il traite de l'islam et l'Occident, il appelle que c'est une rencontre inégalitaire, où il dresse comment des penseurs musulmans ont été influencés par l'Occident jusqu'à nier tout le bien qu'il y a dans la civilisation islamique. Il parle de l'Égypte en parlant de Tahtawi Atta Hussein, comment ces gens se sont vus métamorphosés après leur rencontre avec l'Occident. Et pourtant, le cheikh, dans un discours qui se trouve dans la Jawahir Rasail, Khutbah 7, il nous disait que le mal
tout entier réside dans l'ignorance de la charia et la remède et le retour à l'apprentissage. Je cite toujours, le colonialisme haï a réussi pendant 100 ans à priver les musulmans de la science de leur religion et à les remplacer par l'ignorance, si bien même que parmi les plus éminents musulmans appelés cheikhs, certains sont ignorants. Quand le cheikh le dit, ça a toute sa valeur. Par ces mots alors, il nous rappelle que la véritable indépendance culturelle ne se décrète pas, elle se construit par l'éducation. Cette colonisation n'est pas seulement idéologique, elle va même jusqu'à dans nos plus profonds retraits, même dans notre économie. J'ai fait un pont parce que je suis jeune, je sais ce que vit la jeunesse aujourd'hui et les fléaux, les jeux d'hasard qui font partie de cette propagande-là, qui aujourd'hui ne sont plus une simple distraction, ils représentent aujourd'hui l'une des expressions les plus insidieuses d'une dépossession culturelle. Jadis, comme l'a montré Gérard Leclerc, l'occidentalisation s'imposait par l'école, les médias, les politiques. Aujourd'hui, elle infiltre les ultimes replis de l'intime jusque dans les loisirs numériques en façonnant nos désirs comportementaux et représentation de la réussite. Quelques chiffres. Notre ministre de la télécommunication, dans une interview qu'il donnait, que j'ai suivie au mois d'août, il nous dit que les Sénégalais auraient dépensé 1200 milliards sur les 4 dernières années sur les jeux en ligne. C'est le budget qu'on aurait besoin pour financer le TR. Donc pour montrer comment ce fléau devient de plus en plus dangereux. Et pour l'Afrique, parce que le cheikh rappelait que l'Afrique c'était sa patrie mère, et les Africains, jusqu'en 2022, ça je le tire dans un livre écrit par Pape Samba Kane, auraient dépensé 1500 milliards dans les jeux d'hasard. Alors, il y a un problème pour la jeunesse, il y a un problème pour aussi nos cheikhs, car ce serait vraiment facile de remettre tout sur le dos de l'Occident. Aujourd'hui, nous le voyons à travers l'Internet, que voilà, nous avons tout profil de cheikhs qui tiennent des discours allant d'un mysticisme à une sorte d'escroquerie, qui en font un fonds de commerce. Il faut le dire parce que le cheikh nous avertissait que voilà, tout ceci allait arriver. Et lui, l'argent et cette quête du bien ne devrait pas être une fin en soi dans l'école du cheikh. Voici un poème qu'il écrit, en fait des vers tirés de Nourul Bassar, où il dit où il dit que les gens de cette époque se sont invités à délaisser le savoir et la religion pour rechercher l'argent. Alors, dans les vers qui suivent, vous voyez ce qui devrait être le combat. En fait, c'est le combat du cheikh, ce qui devrait être notre combat à nous. C'est une prière. Nous pouvons dire Amin. Ô Seigneur, c'est lui qui parle, cet humble serviteur n'a d'autre but que de s'occuper du savoir, et quelle noble occupation. Ça devrait être notre occupation. Je m'en vais pour donner, parce que le temps nous est compté, je m'en vais pour donner les solutions alors face à ce tableau noir présenté. Je dis que le savoir doit être le rempart, la connaissance, et la première ligne de défense contre l'aliénation. Elle doit être intégrale. Sciences religieuses, sciences profanes associées, parce que voilà, après avoir été à l'école occidentale, il faut, en fait, après avoir été à l'école de l'islam, il faut aller à l'école occidentale si on en a besoin en tout cas, afin de donner à la jeunesse, la symbiose des deux donne à la jeunesse des diplômes pour avoir une capacité
Une deuxième personne, El Hadji Abdoulaye Niass, son fils aîné, qui était formé au madrasa, mais éminent diplomate, parce que c'était l'un des plus grands diplomates de son époque. Malgré ces voyages qu'il aura fait et les rencontres qu'il aura effectuées avec les gens de l'école occidentale, il n'a jamais vacillé dans ses positions et était très rigoureux sur toutes ces questions-là. La dernière personne que je vais citer, c'est Imam Hassan Cissé, formé à l'école de Baye et à l'Occident par les écoles anglaises. Voilà, malgré tout cela, il prenait toujours le même discours. Donc pour moi, la solution se trouve sur 3 axes aujourd'hui. Nous avons des piliers. Ces piliers sont Ansaruddin, institution transnationale, ce qui nous rassemble tous, devrait jouer un rôle pour élever la jeunesse sur la dignité, sur le savoir, en tout cas mener des campagnes pour sensibiliser, mais aussi préparer ce genre d'occasions, d'événements à travers le monde pour nous préparer à cette guerre d'idéologie que nous faisons face. Deuxième pilier, toujours venant de l'école du Cheikh, c'est le fonds de Medina Baye, pensé par le Cheikh. Ce fonds-là aujourd'hui, pour moi, ne devrait pas se restreindre à faire du social. Il faut aller au-delà en finançant des projets, en les suivant, en produisant des rapports. Nous avons donné des pistes de solutions dans le livre coécrit avec mon oncle Cheikh Boukar. La toute dernière, c'est l'école El Hadji Abdoulaye, symbolisée par l'école qui se trouve à Sam, mais qui en fait devrait être dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous porte une partie de cette école-là et véhiculer l'éducation et la pensée du Cheikh partout où nous nous trouvons à travers la construction des écoles. Je dis que nous avons la chance, car la Faïda aujourd'hui est un des mouvements en tout cas les plus puissants du monde, en tout cas en termes de personnes, je ne sais pas si nous le savons ou pas. Donc nous ne devons pas être des réactionnaires en disant que c'était mieux avant. Nous aussi nous avons notre rôle à jouer. D'ailleurs, dans cette déclaration que j'ai citée tout à l'heure d'Oustaz Barham Diop, il le dit tout à la fin. Il dit que Baye les a formés. En tout cas, lui, il a respecté son amana. Alors les autres, qu'avons-ils fait? C'est la question que nous devons tous nous poser. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci Seydi Ahmadou Thiam pour cet exposé sur la pensée du Cheikh Ibrahim Niass. Nous vous remercions. Vous avez parlé de la guerre des civilisations et des solutions à